Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi soir, 14 octobre. Une toute petite citation du célèbre Henry Kissinger, qui s'occupait de la politique étrangère des États-Unis durant 30 ou 40 ans. Oui, enfin bon, il a toujours eu son mot à dire, soit officiellement, soit officieusement. Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations. Contrôlez la nourriture et vous contrôlez le peuple. Contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde. C'est toujours d'actualité et énormément d'actualité. Et il y a des mouvements géostratégiques avec cette histoire d'Ukraine, de Russie. Et c'est très secret. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui, on se voit bien qu'ils ont, ces Américains ont toujours voulu occuper le centre de l'Europe, et je sais qu'il y a des projets très spécifiques pour couper l'Europe en deux, en se servant un petit peu de départ de la Lituanie, en allant jusqu'à la Bulgarie. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et l'Ukraine a d'énormes réserves, et vous verrez. Vous verrez, je vous expliquerai certaines choses. Voilà. Mais ce que je voudrais rappeler, je suis tombé sur quelque chose de très étrange. Comment dire? Une déclaration d'amour, un clip envoyé par le gouvernement ukrainien à Macron et aux Français. On reconnaît derrière la célèbre chanson de Gainsbourg. C'est un message étrange. Alors, je pense que je ne vais pas l'inclure dans cette vidéo parce que j'ai peur qu'il y ait des droits et qu'on me bloque la vidéo, que YouTube me bloque la vidéo. Donc, je me note de mettre cette vidéo, mettre le lien en commentaire. Oui, rappelez-vous que dans cette vidéo de Zelensky, je t'aime, oh oui, je t'aime, moi non plus, oh mon amour, comme la vague irrésolue, je viens entre terrains. Et oui, et je me retiens, c'est très bizarre comment l'interpréter. Je vous mets quelques images et vous verrez cette vidéo en lien. Et c'est très étrange, donc il nous remercie et en même temps il demande qu'on lui envoie des canons. Oui, je vous mets quelques photos à la suite, quelques photos de cette vidéo, et puis vous irez voir cette vidéo dans le lien en commentaire. Bien, très bizarre, on est en train de se faire baiser, enfin passez-moi l'expression, et Zelensky en rajoute une couche en nous mettant Brigitte Bardot, Macron, Azzani, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Bon. Alors, j'ai eu une information assez sidérante. Rappelez-vous, tout a commencé il y a quelques jours, peut-être une quinzaine de jours maintenant, avec le crash de l'avion du directeur de la maintenance du Nord Stream, ce fameux gazoduc. Il s'appelait Carl-Peter Griezmann, c'était le PDG du groupe Griezmann. Il était responsable de l'entretien du gazoduc Nord Stream et était à bord d'un avion qui s'est crashé et est décédé avec sa famille, sa fille, son gendre, sa femme. Il est mort, toute la famille. L'avion s'est littéralement volatilisé en vol, pardon. Et l'enquête a été classée immédiatement. Une très bonne façon d'ailleurs de fermer la bouche des bavards. Et
je vois, il y a un jour, que le responsable suédois de l'enquête européenne sur le sabotage du Nord Stream meurt piqué par une guêpe et incinéré quelques heures après. Voilà. Hein. Bon, je veux dire, compte tenu de la température en Suède, je pense qu'il n'y a plus trop de guêpes. Hein. C'est bizarre, mais ils en ont trouvé une pour aller le piquer. On va dire que je suis complotiste. Hein. Voilà, le chef du bureau du procureur suédois, Erik Olsson, qui a promis d'annoncer au monde la vérité sur l'explosion des tuyaux du Nord Stream et a accusé les services secrets d'avoir tenté de saisir les principaux protocoles de sabotage des gardes-côtes, a été retrouvé mort à son domicile. Apparemment, il a été piqué, alors là on me dit une abeille, provoquant une réaction allergique instantanée et un choc anaphylactique. Donc, écoutez bien, la police de Stockholm a rapporté quelques détails sur ce qui s'est passé. Le corps a été retrouvé alors que le procureur ne s'est pas présenté à son travail. À proximité, son testament, voilà, il a été découvert avec une demande de l'incinérer immédiatement en cas de décès, ce qui a été exécuté quelques heures plus tard. Selon les policiers qui ont retrouvé le corps, rien n'indiquait la nature criminelle de l'incident, donc une affaire pénale ne sera pas ouverte. Les collègues du procureur ont déjà exprimé leur condoléances à ses proches. Laissez-moi répéter ça. Le responsable de l'enquête sur le sabotage du gazoduc Nord Stream vient de mourir d'une piqûre d'abeille et a été incinéré dans les heures qui ont suivi. C'est-à-dire qu'on a trouvé tout de suite son testament, et dans son testament, elle avait dit « Ah, si je meurs, tout de suite, dans la journée, il faut m'incinérer. » C'est pas un peu bizarre? Vraiment bizarre. Donc évidemment, bien entendu, tout le monde s'interroge. Oui, théorie du complot, ben oui, c'est bien normal. Il y a des photographies prises il y a 10 ans, qu'on a retrouvé sur Internet, dans lequel il était photographié dans un rucher d'abeilles, juste à côté de ses maisons de campagne, dans la commune de Lund. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même l'habitude de côtoyer des abeilles et qui a certainement été piqué plusieurs fois sans que ça l'endommage dans sa vie habituelle. Et là, que voit-on, si vous voulez? On vous sort, mais comme par hasard, un expert, qui va vous dire, c'est la police qui l'a trouvé, qu'une puissante allergie aux piqûres d'abeilles peut se développer soudainement, même à un âge avancé. Voilà, ben voyons, c'est qu'on vous le dit. Alors c'est très bizarre, tout ce qui concerne le Nord Stream. L'avion de l'entrepreneur s'est volatilisé en vol, enquête classée. Ce monsieur, malencontreusement, a croisé le chemin d'une abeille qui l'a piqué. Lui qui voulait révéler la vérité, eh ben, il est mort. Oh, c'est fâcheux, franchement. Quelle drôle de coïncidence. Mais surtout, n'y voyez aucune action, certainement de la CIA. Mais enfin bon, concernant ces fameuses explosions, il y a une bonne quinzaine de jours, oui, il y avait la piste du sabotage qui a été privilégiée. On a soupçonné la CIA, 2 explosions qui avaient touché ces pipelines le gazoduc de la mer Baltique, provoquant de spectaculaires fuites de gaz. C'est quand même Nord Stream et Nord Stream 2 qui relient la Russie à l'Allemagne à travers la mer Baltique et sont destinés à approvisionner l'Europe en gaz russe. Et ça s'est passé le 26 septembre. 2 explosions avec 3 fuites de méthane au large de l'île danoise de Bornholm, qui est située entre le sud de la Suède et la Pologne. Avec des bouillonnements, évidemment, tout ce gaz qui ressort, qui abonde de 200 mètres à 1 km de circonférence. Voilà, on a vu plein de bulles qui sortaient ce gaz. Voilà, bien sûr, entendu, la première ministre danoise nous a dit que c'était des actions délibérées, que ce n'était pas un accident, mais ça, on s'en était douté. Voilà. Et puis donc, la police suédoise avait annoncé qu'elle ouvrait une enquête préliminaire. Voilà. Mais, de toute façon, les appareils de mesure de sismologie pour les tremblements de terre, bien sûr, a repéré ces explosions de 2,3 sur l'échelle de Richter. Voilà. Et ça se passe, grosso modo,
dans une zone économique exclusive danoise et une dans celle de la Suède. Et il me semble que c'est au niveau 90 mètres sous l'eau, quelque chose comme ça. Hein. Bref. Voilà. Donc, du coup, même si, par une décision extraordinaire, l'Allemagne voulait de nouveau recommander du gaz, s'approvisionner en gaz russe, et changer d'idée, refusait de boycotter le gaz russe, eh ben, elle ne pourrait pas le refaire parce qu'effectivement, on a détruit les tuyaux. Voilà. Alors, je rappelle que d'ailleurs, à une époque, je crois, Biden avait dit il y a quelques mois que de toute façon, il ferait tout pour que Stream 2 ne fonctionne pas. Si jamais les Russes attaquaient la Russie, qui s'occuperait de faire l'affaire. Bon, il y a des vidéos qui ont circulé et tout. Je ne l'ai pas retrouvé là, mais elle existe, je l'ai vu passer. Donc voilà, de toute façon, c'est signé, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, je vais à la suite de ça, vous mettre une gentille vidéo. Celle-ci, je peux la mettre. C'est une vidéo qui regroupe, comment dire, vous savez, les Russes ont commencé à bombarder un peu plus sec. Ben oui, on commence à bombarder chez eux. Donc, ils essayaient d'avoir que des objectifs militaires. Et puis, bon, maintenant, ça dégénère un peu. Depuis qu'on a bombardé, fait exploser le fameux pont qui les relie à la Crimée. Donc, là, ils ont commencé à envoyer des missiles un peu plus présents. Et notamment sur les approvisionnements d'eau, d'électricité, etc., etc. Mais évidemment, bon, on peut toujours avoir des dommages collatéraux où des personnes, des civils sont touchés. Mais là, je vais vous montrer une vidéo avec des photos qui ont été prises et qui ont alimenté les journaux. Et donc, c'est la vidéo de la mise en scène. Je me le note, hein, pour ne pas l'oublier, de la rajouter à la fin de cette vidéo, où on voit des gens se mettre des bandages et tout, et puis alors il y a tout un système pour filmer, pour faire la mise en scène et pour montrer des pauvres gens qui ont été blessés, alors que vous apercevez que ce sont des personnes qui sont valides. Vous voyez, on joue sur la communication, sur l'émotion. Donc voilà. Donc je vais vous passer cette vidéo. Et puis, on va parler aussi d'un autre petit truc qui est sur la ville de Nantes, sur les viols et sur, comment dire, ce sentiment, non, ce n'est pas un sentiment, sur l'insécurité qui se passe à Nantes, comme dans beaucoup de villes françaises. Allez, on laisse donc cette vidéo et je reviens vers vous. On regarde la mise en scène ukrainienne à première vue. Hein. Чуєте? Я не знаю. Сфотографуйте мене. Андрій Андрійович. Я зараз фотографую. Так. Me revoilà. Bien, alors on va parler évidemment d'un problème de l'insécurité en France, qui est de plus en plus présent. On pourrait dire que comment dire, depuis le début de l'année, pas moins de 57 fusillades dans l'agglomération de Nantes. Déjà en 2019, il y avait eu 3 morts et 24 blessés. Les tireurs, les locaux étaient bien équipés en Kalachnikov, fusils de tout calibre, armes de poing. Dernièrement, 2 Sten et un FAMAS avaient été saisis. Voilà, hein. Une évaluation de cette ville de Nantes. Le sentiment d'insécurité était plus important à Nantes qu'à Medellín en Colombie, bien connu pour ses cartels de la drogue. Hein. Les villes françaises, sauf Strasbourg, étant les plus mal classées par les touristes. Mais Nantes domine dans l'insécurité tout le monde, y compris Paris et Marseille. C'est voilà, hein. C'est édifiant. J'ai un tableau et ce tableau nous indique que classement des villes françaises les plus sûres, Paris arrive 350e, Marseille 388e et Nantes 407e. Tiens, je sais pas. Voilà, hein, vous vous rendez compte que Medellín est 316e et Téhéran 347e.
Même la Havane à Cuba est 101e en termes de sûreté. Donc vous vous sentez plus en sécurité dans un pays communiste que dans les démocraties françaises. Bref, alors, on va revenir sur malheureusement un fait divers. Un viol, hein, une femme frappée, violée par plusieurs hommes en pleine rue. Un homme aussi à Nantes avait été agressé à coups de couteau. Tout cela en plein centre-ville. Et donc les habitants, si vous voulez, alertent sur cette hausse de la délinquance. Donc cette agression de cette femme, à 6 h du matin, elle rentrait d'une soirée, d'une bonne soirée chez des amis, et elle a été frappée puis violée par 2 hommes d'origine soudanaise. Voilà, hein. 2, 3, alors il y avait un 3e, enfin bon. Les habitants du quartier se disent attristés, mais pas surpris par ce niveau de violence. Bagarre, viol, ça n'étonne pas trop. Voilà, c'est dans la continuité de tout ce sentiment. Les gens ont témoigné en disant quand on marche sur le bout de trottoir, c'est juste très angoissant pour nous, pour les jeunes femmes qui se font harceler. Moi, je me souviens que j'avais parlé il y a au moins 1 an ou 2 de jeunes femmes qui travaillaient dans la restauration, notamment, dans des bars, et qui rentraient le soir à la fermeture et qui avaient vraiment peur. Ça va être confirmé par des vidéos que je vais vous mettre, et qui étaient même enlevées par des camionnettes, qui étaient poussées dans des camionnettes, puis agressées, violées, bien sûr, vous vous rendez bien compte de ce qui pouvait se passer. Donc, des gens quittent Nantes, hein, alors que c'est un exemple il y a quelques années, voilà. Hein. Les gens des Lillers ont repéré une femme à sa fenêtre et la prennent à partie. Elle n'est pas prête de sortir de chez elle, elle a envie de pleurer, voilà. Durant les 5 dernières années, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 17%, surtout sur certains quartiers, hein, voilà. Hein. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé. Certains commerçants regrettent que la police municipale ne soit pas mobilisée tous les jours. On n'a pas de police municipale le dimanche et il y a très peu d'effectifs le lundi. Donc, ces jours-là, on sait que c'est le bazar et que les délinquants font ce qu'ils veulent, voilà. Hein. Donc, ils ont fait une manifestation le 1er octobre à Nantes. Voilà ce que je veux dire. Alors, ce qui m'a notamment étonné, c'est qu'il ne fallait surtout pas dire que les agresseurs étaient soudanais au départ, donc il y a eu une espèce de censure. Et puis, ce qui est très très fou, c'est que la victime a pris comme avocat quelqu'un qui fait partie du conseil municipal, de la maire de gauche, je crois, mais de gauche ou écologiste. Attendez, on va vérifier. Oui, j'avais raison, donc la maire de Nantes est une femme politique, membre du Parti Socialiste, elle s'appelle Johanna Roland. Et donc, qu'a fait cette pauvre femme agressée? Il faut croire que ça ne lui a pas tellement suffi. Enfin, bah c'est quand même malheureux de dire ça, non, je ne veux pas dire ça, mais comment dire, elle a pris comme avocate une personne qui fait partie du conseil municipal socialiste et donc qui sont en faveur, car rappelez-vous que cette municipalité affichait bienvenue aux migrants et avait toujours eu une politique très très laxiste et bienfaitrice avec les énergumènes qui venaient s'installer dans cette agglomération. Voilà, donc c'est surprenant. Donc, enfin bon, on a vu comment dire, des gens qui se sont dit quelque part, elle n'a pas compris, quoi. Je veux dire, elle n'a pas compris. Elle se fait agresser par des personnes, des migrants, des sans-papiers qui viennent se servir sur la population française, hein, en vol, en agression et en agression sexuelle, hein, sur des femmes blanches, bien entendu, hein, et le plus souvent, si on peut pimenter ses plaisirs, pourquoi pas. Voilà, donc, eh ben non, cette femme a pris une avocate typée socialiste et bienfaitrice de l'immigration. Bref, voilà, pour vous dire quand même qu'il
qu'il y a des gens qui sont quand même relativement moutons. Je vais mettre 2 vidéos. Alors, il y en a une qui a l'air de dire que les chiffres ne sont pas si excessifs que ça. Et puis, il y a... donc, c'est France 3, je crois, voilà. Et puis, un autre, c'est de CNews, où il y a un monsieur qui parle en général et qui précise aussi qu'il parle de Nantes. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. On va procéder au montage. Je vais procéder au montage de cette vidéo que j'ai enregistrée. Oui, très fou, vous voyez, les histoires d'avions qui explosent en vol. Je reviens sur l'Ukraine, hein, enfin sur le gazoduc, mais un monsieur qui meurt d'une abeille. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est presque... On vous mettrait ça dans un film de James Bond ou dans un roman policier, vous diriez non, mais c'est pas possible. Bon, franchement, ça n'existe pas. Puis vous apercevez que, je crois, l'effectif de la CIA, c'est 110 000 personnes, hein, réparties. Peut-être que demain, je vais sortir dans la rue et puis un malheureux accident. Une voiture qui a glissé. Enfin, vous voyez des choses et vous dites aïe. Il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire. Hein. Et les gens ne veulent pas connaître parfois la vérité, ils veulent rester dans ce qu'on veut bien leur dire. Bref. Bon, allez, écoutez. Je vous laisse regarder ces 2 vidéos sur Nantes, mais c'est à l'image de ce qui se passe dans toutes nos communes. Moi aussi sur Lyon, hein, j'en parle en connaissance de cause. Donc voilà, on laisse passer cette insécurité et tout le monde vient piller la France et fait souffrir la population quand Macron ne veut pas disperser tous ces dangereux personnages dans nos campagnes, bien entendu, hein, comme s'ils allaient se transformer en paysans et faire vivre nos villages. Et puis de toute façon, je ne sais pas comment ils vivraient, parce qu'on a quand même peut-être 97 ou 98% de personnes masculines, bien entendu, donc je ne sais même pas comment ils pourraient fonctionner, si ce n'est qu'en pillant nos Gaulois, si vous voulez. Hein. Bien, écoutez, je vous laisse. Allez, regardez bien les 2 vidéos que je vous joins, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Seront-elles plus réjouissantes? Je ne pense pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Je vous salue bien bas. À très bientôt. J'ai besoin de vous. N'hésitez pas à partager. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Pour quitter son domicile, toujours le même réflexe. Un regard furtif pour s'assurer que la voie est libre. Depuis son emménagement dans le quartier commerce il y a 4 ans, Victoire et sa famille cohabitent avec des groupes de dealers, comme ces individus filmés par un voisin, à bout. C'est surtout l'hypercentre, là où on se trouve actuellement ce soir, qui est vraiment où il y a des dealers et délinquants qui sont toute la journée aux mêmes endroits. Et le soir, ils se déplacent dans le centre-ville pour aller parfois pickpocket, agresser. Avec un quotidien devenu anxiogène, sa décision est prise, Victoire déménage. Insécurité réelle ou sentiment d'insécurité? Parmi les passants rencontrés ce soir-là à Nantes, beaucoup d'étudiantes et des ressentis divers. Pour moi, beaucoup moins sécuritaire que Paris. Enfin, ça a été un vrai contraste. Surtout la nuit, je me sens pas du tout en sécurité. Il y a pas beaucoup de lumière. J'ai beaucoup d'amis hommes plutôt qui se sont fait agresser. Ils se font arracher leur chaîne. On peut pas être naturel ici. Faut cacher une partie de notre identité matérielle en tout cas. Je suis un peu surprise par beaucoup de gens qui me disent ça craint grave. Mais moi je le ressens pas comme on me le décrit. Mais du coup c'est pas. C'est une plus grande ville, donc peut-être que c'est plus concentré, mais après c'est toujours le même harcèlement de rue partout, donc voilà, ça change pas tellement là-dessus quoi. Aux premières loges des violences nocturnes, les restaurateurs du centre-ville et leurs salariés, régulièrement victimes d'agressions physiques ou verbales. Olivia, elle, a sauté le pas. Pour se défendre, son personnel est désormais équipé. J'ai donné des petites bombes de poivre, de gel de poivre à mes salariés, hommes et femmes, un petit porte-clés alarme de 90 décibels qui peut éventuellement alerter, voilà. On est en train de mettre en place des cours de self-défense plus pour pouvoir prendre la fuite beaucoup plus rapidement. Moi, je pense que Nantes, c'est une belle ville. Mais derrière, il faut qu'on se sente en sécurité. Moi, j'ai envie que les clients qui ne reviennent plus en centre-ville reviennent. C'est pour ça que je pousse un coup de gueule.
Plus d'habitants et donc mathématiquement plus de délinquance. Une piste parmi d'autres pour expliquer le phénomène, loin d'être pour autant satisfaisante. Et les grandes villes se développent et derrière, est-ce qu'on a la structure pour pouvoir accueillir les gens qui font des délits? Est-ce qu'on a les structures pour accueillir les gens qui errent dans la rue? Je ne sais pas, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, nous, on le vit au quotidien et on n'a plus envie de le vivre normalement et de tendre l'autre joue jusqu'au moment où un drame arrive. Du côté des bars et de leur fermeture tardive, un constat. Plus de police municipale après minuit, une police nationale débordée malgré les nouveaux effectifs et une justice à l'efficacité limitée. Si on met plus d'effectifs de police, c'est très bien, et il y aura plus d'arrestations, c'est très bien, mais s'ils sont relaxés dans les 48 heures, ça ne règle pas le problème, ça le retarde en fait. Donc je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est ça aussi qui est compliqué et qui fait qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, parce que la ville de Nantes n'est pas inactive face à tout ça, on en a bien conscience. Mais c'est juste que c'est un problème tellement complexe qu'on ne peut pas le résoudre d'un coup de baguette magique, je pense. Entre 2019 et 2022, selon la préfecture, les faits de délinquance générale à Nantes ont chuté de plus de 9%. Un bon chiffre à relativiser, les victimes étant très loin de toutes déposer plainte. C'est vrai que Nantes en est l'illustration parfaite. C'est à la fois lié à une sorte de désengagement de l'État ou de déni de l'État, de nouvelles violences, et aussi d'une responsabilité immense d'un certain nombre de municipalités, notamment écologistes ou socialistes, qui ont préféré désinvestir dans la sécurité, ne pas remplacer la vidéosurveillance, qui ont été très laxistes à l'égard de la jeune délinquance qui se manifestait. Et aujourd'hui, elle en paye le prix fort. C'est vrai qu'à Nantes, c'est devenu le Far West, le centre-ville. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces faits de délinquance se retrouvaient localisés dans la périphérie de ces villes. Et aujourd'hui, ce sont les cœurs historiques de ces villes qui sont frappés, au point que certaines, dans les témoignages que l'on peut recueillir, des personnes ne se déplacent plus qu'en Uber le soir pour faire 300 mètres pour aller à un dîner en ville.